L'Union européenne qui est née sous nos yeux est-il là, roi du 5e siècle? Qu'est-ce qui pourrait être commun entre eux? Pourtant, Marcel Brion de l'Académie française pensait à quelque nation qu'il appartient. Les hommes d'État ne peuvent plus nier aujourd'hui que le plan de ce roi, un des plus grands que le monde ait connu, était l'unité européenne. Ce plan s'était imposé à son génie quand il avait vu courir vers lui le prince Germain, le représentant des paysans gaulois, des Ibères et des Bretons, des Scandinaves et des Grecs. Tous ceux qui ne voulaient pas voir une anarchie détestable s'installer dans les ruines de Rome. Comme un organisme qui veut vivre et dont le salutaire instinct se lance au-delà de sa désagrégation commençant vers les forces de cohésion, cette Europe avait tendu la main vers l'un sans se préoccuper que ce fut un Asiatique qui vint apporter au monde blanc le salut dont il avait besoin. Et c'est animé alors d'une exigence collective plus puissante que sa propre ambition avait répondu à cette volonté du temps qui s'exprimait avec tant de voix différentes. Il y a des alliés volontaires et involontaires, le prince souverain qu'Attila fut rentré dans sa vassalage. Il y a surtout ces hommes qui pressentent qu'un monde nouveau se forme et qui accourent pour participer à son édification. Ce ne sont pas des chefs de banque et des dirigeants rapaces. Seul le roi choisit parmi eux ses diplomates, ses ministres, quelquefois même ses chefs d'armée. Observons-les, plusieurs de ces hommes sont âgés et occupés dans leur pays de hautes situations. Ils ne sont pas venus chez l'un à la suite d'un coup de tête ou de vilaine histoire. Ils sont graves, méditatifs, des politiciens pour la plupart plutôt que des soldats. C'est maintenant Éric Deschôtes. On n'avait jamais vu d'empire aussi pacifiquement constitué. L'on n'en a pas vu depuis. Son organisation est un triomphe diplomatique auquel, dans toute l'histoire, on cherche en vain un équivalent. Que des ordres guerriers éparpillés sur des millions de kilomètres carrés se soient ainsi laissés rassembler en une fédération unique et efficace ne peut donner qu'une très haute idée, et du rassembleur et du rassemblé. On est loin des tribus gauloises. Montrons qu'il est utile de connaître la religion d'Attila pour expliquer mieux ce miracle. Les tribus d'Altaï ont fondé moins de 100 ans après la mort d'Attila. Le célèbre premier empire des Turcs, qui occupait presque tout le territoire de la Grande Steppe et s'étendait de l'océan Pacifique à la mer Noire. Les ancêtres de ces anciens Turcs faisaient partie du premier empire des Huns, fondé il y a plus de 2200 ans. Les dirigeants turcs sur de nombreux monuments écrits ont témoigné qu'ils étaient Tangrias. Ils prétendaient que le pouvoir leur avait été donné par Tangra, on dit sous Stengri. Le fait que la légitimation du pouvoir des souverains turcs était fondée sur la religion tangrienne montre que tangrisme à cette époque était leur religion traditionnelle et universellement acceptée par les peuples et des tribus des steppes. Par conséquent, il ne fait aucun doute qu'Attila et ses Huns croyaient aussi en Tangra. Le tangrisme était la religion de Genghis Khan et d'Attila. On dit parfois tengrisme. Il a été pratiqué au XIIIe siècle du Pacifique aux Balkans. Actuellement, les Mongols sont devenus le bouddhisme. Le Kazakhstan et le Kirghizie sont devenus plus ou moins musulmans. Mais le tangrisme est toujours pratiqué en Sibérie, mais surtout en Yakoutie, mon pays natal. Tangra signifie Dieu. On prononce ce mot différemment.
Tangra, Tengri, Tengeri, Tanri, etc. On prononce ce mot en yakut Tangara. Tangara. Rungai tangara utu kuha. On assimile symboliquement Tangra avec ciel bleu éternel. L'époque de l'Empire mongol était répandue du Pacifique au Balkan. Le tangrisme classique a été basé sur les trois idées. Tolérance exemplaire exprimée de façon suivante. Comme Dieu a donné à la main plusieurs doigts, de même il a donné aux hommes plusieurs voies vers le Dieu unique. Désir de la paix universelle qui est souhaité dans le terme. Par la puissance du ciel éternel, du lever du soleil jusqu'à son couchant, le monde entier sera uni dans la joie et la paix. Idée d'un gouvernement mondial exprimée par les mots. Il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel et sur la terre, il ne doit être qu'un seul maître. Jean-Paul Roux résume l'essence du tangrisme de la façon suivante. C'était l'idée forte des Turcs et des Mongols, celle qui sera répétée pendant quelques 2000 ans des Yonglou aux Ottomans. Avec quelques variants dans la forme, 10 fois. 100 fois on relira cette phrase comme il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel, il ne doit y avoir qu'un seul souverain sur la terre. Cela coûterait cher. Une génération serait sacrifiée. Mais le résultat en vaudrait la peine s'il n'y avait plus de guerre. Écoutez l'analyse par Attila de la situation internationale de son époque de mon roman historique Les Amis d'Attila. Pendant mon voyage en Oural, j'ai rencontré un ambassadeur des Turcs bleus, peuple unique de l'Altaï. J'ai beaucoup discuté avec lui. Les Turcs sont des métallurgistes remarquables et plusieurs de leurs artisans travaillent dans nos ateliers militaires. C'est pourquoi ils étaient au courant de ma visite des ateliers de l'Oural. Les Turcs, qui se trouvent à la même distance de chez nous et de la Chine, sont bien informés de ce qui se passe dans le monde. La situation a changé ces dernières années. L'Empire chinois est gouverné par les Abgoch, les Joujans ont créé leur grand état plus au nord. Les Abgoch et les Joujans sont descendants des Huns orientaux. C'est pourquoi, hormis les peuples uniques, les Huns occidentaux, les Joujans et les Abgoch, il n'existe aujourd'hui dans le monde que deux forces sérieuses. Ce sont la Perse et les deux empires romains qui se considèrent toujours comme les centres de l'univers. Les peuples oniques ont surmonté toutes les difficultés survenues après la dislocation de l'empire fondé par la volonté de Tangra et l'énergie de Modun le Grand. Ce n'était pas facile. Le clan Orossé et moi-même avons fait de grands efforts afin de consolider les peuples oniques et les autres tribus du Danube à l'Oural et la mer Aral. Cette analyse de la situation internationale bouleverse au reste qui réalise brusquement quelle force se cache derrière ce jeune homme sans aucun signe de vanité. A-t-il dit en articulant chaque mot. Les uns croient que comme il n'y a qu'un seul Dieu sur le ciel, il ne sera un jour qu'un seul souverain sur la terre. Alors les guerres cesseront. Alarmés, les Romains, tout à coup, se sentent mal à l'aise et se regardent. Puis, Attila continue tranquillement, les peuples des deux empires romains se souviennent aujourd'hui avec nostalgie de la Pax Romana. Les siècles de paix romaine. Mais Dieu n'est plus favorable aux Romains qui ont érigé un culte de la jouissance et commis trop de péchés et dont les souverains ont montré un orgueil incommensurable. Puis sont tombés dans les délits de corruption. Par contre, Dieu est de nouveau favorable aux Huns qui sont capables de maintenir la Pactuna du Danube à la Chine. Si nous concluions aujourd'hui une alliance avec les Abgoch, alors les peuples uniques conquéreraient rapidement le monde. Mais l'histoire nous a appris à être très prudents avec la Chine et leurs empereurs. C'est pourquoi nous tenons à consolider et renforcer notre État. Les Joujans nous séparent de la Chine et nous préférons avoir avec eux des relations pacifiques. Même si les Turcs bleus d'Altaï nous demandent parfois de calmer les intentions expansionnistes des Joujans.
Je suis réaliste et pense que la progression vers la paix universelle sera longue et très difficile. Nos actions montrent bien que nous n'avons pas d'intentions agressives envers les Romains. Étonné de ces propos pacifiques, Oreste tend l'oreille afin de bien suivre l'argumentation du jeune Gagne car un doute reste au fond du charme qui s'opère peu à peu sur lui. Nos guerriers, qui étaient mercenaires dans les armées romaines, sont contents. Leur service donne à notre État des revenus confortables. Nous sommes satisfaits des dimensions de notre État car nous avons maintenant les meilleurs pâturages au monde pour nos chevaux et notre bétail, la richesse principale de tous les peuples unis. Votre historien Tite Livre sait aussi que Rome doit dominer le monde grâce au courage de ses citoyens et à la bienveillance des dieux. Maintenant vous n'avez ni l'un ni l'autre. Nous étudions l'expérience des Tabgoch qui gouvernent la Chine et ont fondé leur dynastie impériale. Là-bas, les Tabgoch et les autres peuples zoniques forment la cavalerie impériale. Les fantassins sont chinois, l'administration chinoise reste intacte. Maintenant la Chine sort de la crise. Cette expérience est très intéressante pour nous et pour les Romains. Vous pourriez aussi sortir de la crise si nous réussissions une alliance similaire ici, en Occident. Je ne vois pas d'autre solution pour vous. En effet, l'Empire romain d'Occident ne tient que grâce aux mercenaires. Je suis partisan de l'approfondissement progressif de nos relations afin d'essayer de réaliser un jour la Pax Una Romana. De l'Espagne à l'Oural. Peut-être négocierons-nous alors avec les Tabgoch et Dieu nous aidera à réaliser la paix universelle. Il est possible que le credo de Tangris soit mené avec le premier empire de Huns fondé par Modon. Écoutez les extraits du récit du prince Elac, fils d'Attila Oramen, de mon roman historique. Au reste de monde, on connaît les légendes sur Romulus, fondateur de Rome. En avez-vous de pareils sur vos ancêtres? Elac commence avec une certaine solennité dans la voix. Je vais vous parler de Modon, premier empereur des Huns. Il a vécu il y a 6 siècles. C'est un récit authentique, les Chinois et les Indiens aussi s'en souviennent très bien. Leurs marchands visitent souvent notre pays. Onégé commande brièvement. C'était l'époque des guerres punies, au début de la puissance de Rome. À la même époque, loin à l'est, les Huns, eux aussi, ont jeté les bases de leur puissance. Et là continue. Modin était fils d'un roi Hun. Sa mère est morte quand il était petit. Son père épousa alors une femme qui lui donna encore un garçon. La belle-mère, qui désirait que le futur roi des Huns soit son fils, décide de se débarrasser de Modin. Elle convainc le roi d'envoyer Modin comme otage à un peuple voisin. Puis elle réussit à provoquer la guerre avec ce peuple, condamnant ainsi le petit prince à mort. Mais cette combinaison sordide ne réussit pas. Le garçon montre un grand courage. Réussit à s'enfuir et rentre chez les Huns. Son père lui donne alors une armée de 10 000 cavaliers. Modin entreprend des réformes inconnues jusqu'alors dans la grande steppe. Le jeune prince divise son armée en détachements de 1110 guerriers, introduit une discipline de fer. Les soldats, vêtus en uniforme, avaient le même nombre de flèches. Oreste fronce les sourcils et Salvien serre les dents. Elac continue son récit. Depuis, les armées unes respectent une discipline de fer, sont divisées en divisions de 10 000 guerriers, de régiments de 1000 guerriers et de détachements de 100 et de 10 guerriers. Bientôt Modin, avec ses guerriers, éloigne du pouvoir son père et élimine sa belle-mère. Les Huns le proclament leur roi. Il réorganise toute l'armée une promulgue des lois strictes et justes. Vint tous les peuples voisins et l'Empire chinois qui reconnaît l'Empire des Huns comme une puissance égale et commence à lui payer un tribut. En fait, l'Empire des Huns asiatiques est né simultanément avec le premier empire stable des Chinois. Modon est connu parce qu'il a entrepris une réforme de l'armée et de l'État. Mais l'État des Huns
existait bien avant lui. Le père de Madun était contemporain du premier empereur de la Chine. Il était déjà un roi puissant qui a pu donner à son fils adolescent une armée de 10 000 cavaliers juste pour l'entraînement. Ce que le premier empereur de la Chine a ordonné construire les grandes murailles de la Chine témoigne de la puissance du royaume de Yuan avant la naissance de Madun. On sait que le premier empereur de la Chine a régné seulement pendant 16 ans et pratiquement tout de suite après sa mort, le pays est tombé en anarchie. La guerre civile a commencé. La deuxième dynastie impériale de la Chine a été plus stable et duré presque 400 ans. Le fondateur de cette dynastie Gaozu a essayé de résister au Han, mais l'armée de Gaozu a été encerclée par l'armée de Madun, forte de 300 000 cavaliers. Ainsi, Gaozu a dû capituler. L'Empire chinois a commencé à payer le tribut à l'Empire de Han asiatique. Après la mort de Gaozu, sa veuve Lu a accédé au pouvoir. En 197 avant Jésus-Christ, Maodin demanda à l'impératrice Lu de l'épouser puisqu'il était tous deux veuves. Elle était reconnaissante de sa proposition mais n'a pas accepté. Malgré son rejet, ils sont devenus de bons alliés et de grands amis pendant son règne. Ainsi, Madun pensait réunir pacifiquement l'Empire de Han asiatique et l'Empire chinois. Le credo du tangrisme a dû naître à cette époque.